Toujours en bus? Maman s'est moquée de moi au réveillon de Noël. Ta sœur a 3 voitures, elle. Mon père a ricané, pathétique. J'ai regardé ma montre, silencieuse. Je savais que dans 30 minutes, mon monde allait entrer en collision avec le leur. J'ai senti mon téléphone vibrer. C'était mon adjoint. Madame, le centre de commandement mobile approche de votre position. J'ai vu le visage de ma mère devenir blême. Mais pour comprendre sa réaction, vous devez savoir tout ce qui s'est passé avant. Avant que je ne vous raconte cette soirée en détail, cette soirée qui a tout changé, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous suivez cette histoire. Et quelle heure est-il chez vous en ce moment? J'adore voir à quel point mes histoires voyagent. Maintenant, retournons à ce bus froid et humide. Le bus, c'est 2 sentait le linge humide et le diesel froid. Dehors, la pluie de décembre s'acharnait sur les vitres, transformant les lumières de Noël de Lyon en taches impressionnistes et floues. J'étais assise à l'arrière, une place que je choisissais toujours. Personne ne vous dérange à l'arrière. Le trajet n'était pas long, à peine 20 minutes pour traverser la Saône et grimper sur la colline jusqu'à Caluire-et-Cuire, la banlieue cossue où mes parents s'accrochaient à leur image de réussite. J'avais 31 ans. Et je prenais le bus pour le réveillon de Noël. Je voyais les autres passagers, le visage fatigué, tirés par les soucis de fin de mois ou la course aux cadeaux de dernière minute. Je me sentais proche d'eux. Plus proche, en tout cas, que de la famille qui m'attendait. Je n'avais pas besoin de prendre le bus. C'est là toute l'ironie. Je n'avais pas besoin de prendre le bus de la même manière qu'un roi n'a pas besoin de marcher. Je pouvais acheter cette ligne de bus. Je pouvais acheter toute la compagnie de transport lyonnais si l'envie m'en prenait, probablement avant même que le prochain arrêt ne soit annoncé. Mais je prenais le bus. C'était devenu un rituel. Un rappel. Une ancre. Ma famille vénérait l'apparence, le « qu'en dira-t-on ». Ils mesuraient le succès au nombre de chevaux sous le capot, à la marque de la montre au poignet, à la surface du gazon. Moi, mon succès se mesurait en téraoctets de données, en algorithmes d'optimisation, en vie sauvée par des livraisons d'organes en moins de 30 minutes. Mon succès était invisible. Et donc, à leurs yeux, il n'existait pas. Le bus s'est arrêté. Caluire, place Foch. Mon arrêt. J'ai tiré sur le cordon et je suis descendu dans le crachin froid. J'ai remonté le col de mon vieux manteau. Il n'était même pas imperméable. J'ai marché les 2 pâtés de maison, mes chaussures s'enfonçant dans les feuilles mortes gorgées d'eau. La maison de mes parents était illuminée comme un sapin de Noël, chaque fenêtre brillant d'une lumière chaude et faussement accueillante. J'ai sonné. La porte s'est ouverte presque immédiatement. Ma mère, Léontine. Parfaitement coiffée, son sourire aussi rigide que sa mise en pli. Clarisse. Mais, mon Dieu, regarde-toi. Tu es trempée. Son regard a balayé ma tenue. Le vieux manteau. Le petit sac à dos. Tu as vraiment pris le bus? Par un temps pareil? Mais enfin, Clarisse, qu'est-ce que les voisins vont penser s'ils t'ont vu descendre du C2? Pas, tu as froid? Pas, joyeux Noël, ma chérie. Non. Qu'est-ce que les voisins vont penser? C'était ma mère. L'image de la famille était sa religion, et j'étais son péché capital. Bonsoir maman, ai-je dit calmement. Joyeux Noël. Je suis entrée dans le vestibule. La chaleur m'a frappée, une chaleur étouffante, chargée de l'odeur de la dinde, du jugement. Ah, la voilà. La voix de mon père, Ambroise, a tonné depuis le salon. Il est apparu dans l'embrasure de la porte, un verre de whisky à la main. C'était un ancien directeur, un homme habitué à ce qu'on lui obéisse, et qui ne comprenait pas un monde où je ne suivais pas ses ordres. Notre-Dame des transports en commun. Elle a daigné nous honorer de sa présence. Il m'a regardé de haut en bas, un rictus sur le visage. Enlève ce manteau dégoulinant, tu vas salir le tapis d'entrée. Et viens boire quelque chose, si tu peux te le permettre. J'ai dégluti. La soirée ne faisait que commencer. Bonsoir papa. J'ai accroché mon manteau au porte-manteau, une tache sombre et humide parmi les cachemires et les laines chics des autres invités. J'ai senti leur regard sur moi,
même s'ils n'étaient pas encore tous arrivés. Leur jugement imprégnait les murs. Pendant que je retirais mes chaussures, j'ai senti mon vieux téléphone vibrer dans ma poche. Un message de mon chef des opérations à Genève. Juste un chiffre, 2,8 €. La nouvelle valorisation venait de tomber. 2,8 milliards d'euros. Je l'ai remis dans ma poche. Qu'est-ce que cela pouvait bien signifier pour des gens qui pensaient encore que j'étais une ratée? Je suis entrée dans le salon. Le sapin était immense, ridicule, couvert de tellement de lumière qu'il en devenait aveuglant. Et puis, il y avait ma sœur. Sidonie. 2 ans de moins que moi, 29 ans, et la fierté de la famille. Elle était notaire. En France, c'est un métier qui impose le respect. C'est stable, c'est prestigieux, c'est lucratif. C'est tout ce que je n'étais pas, en apparence. Elle était là, près de la cheminée, parfaite dans une robe en velours vert émeraude, un verre de champagne à la main. Elle m'a vu et son visage s'est fendu d'un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Ah, Clarisse. Toujours fidèle à ton style, comment dire, bohème? Son regard s'est attardé sur mon pull en laine simple et mon jean. Mon père s'est approché d'elle, passant un bras protecteur autour de ses épaules. Ne sois pas si dure, chérie, a-t-il dit, bien qu'il le pensait. Ta sœur est différente. N'est-ce pas, Sidonie? D'ailleurs, as-tu montré à Clarisse les photos de la nouvelle Audi? Oh, papa, arrête, dit-elle avec une fausse modestie. Ce n'est qu'une voiture. Ce n'est pas qu'une voiture, s'est exclamé mon père. C'est la nouvelle e-tron GT. Entièrement électrique. Une pure merveille de technologie. C'est sa 3e voiture, a-t-il précisé à mon intention, comme si j'étais trop stupide pour compter. Elle a la Range Rover pour le week-end, la Mini pour la ville, et maintenant l'Audi pour le plaisir. Elle, au moins, elle sait ce que c'est que de réussir. Elle sait comment vivre, pas comme d'autres qui rêvent leur vie au lieu de la vivre. Je n'ai rien dit. J'ai juste hoché la tête. C'est super, Sidonie. Félicitations. Merci, Clarisse, dit-elle, sa voix dégoulinant de pitié condescendante. Un jour, tu verras. Quand tu auras un vrai travail, tu comprendras ce que c'est. Un vrai travail. Pendant qu'il continuait à discuter des mérites comparés des bornes de recharge rapide, mon esprit a dérivé. 8 ans en arrière. J'avais 23 ans. Notre grand-mère venait de décéder. C'était la seule personne dans cette famille qui m'ait jamais vue. Elle m'avait laissé 20 000 €. Une petite somme, mais pour moi, c'était le monde. La famille s'était réunie, tout comme ce soir. Tu devrais acheter un studio, avait dit papa. L'immobilier, il n'y a que ça de vrai. Ou au moins un apport, avait corrigé maman. Pour t'installer. Trouver un mari. Fais quelque chose de raisonnable, avait conseillé Sidonie, déjà en 2e année de droit, déjà si sûre d'elle. J'avais hoché la tête. Et une semaine plus tard, j'avais vidé mon compte en banque. J'avais acheté 2 prototypes de drones de transport. Pas des jouets. Des machines industrielles, moches, que j'avais trouvées auprès d'une start-up allemande en faillite. J'avais lu un article. Un seul article sur les difficultés de la logistique médicale, sur les organes perdus dans les embouteillages. J'avais vu un problème, et j'avais entrevu une solution. Quand ma famille l'a appris, ce fut un drame. 20 000 €. En l'air, avait hurlé mon père. Des jouets pour garçons, avait pleuré ma mère. C'est pathétique, avait simplement dit Sidonie. Déjà. Il pensait que je jouais. Il pensait que j'étais une excentrique, une ratée, une rêveuse. Il ne voyait pas les nuits blanches à apprendre à coder, les semaines passées dans un garage froid à apprendre la soudure, les mois à supplier les hôpitaux de me laisser faire une démonstration. Mon premier contrat? Transporter des échantillons de sang entre 2 hôpitaux de Lyon, par-dessus la colline de Fourvière. J'ai gagné 50 €. J'ai pleuré de joie. Aujourd'hui, Eurologistique Dynamique, ou ELD, mon jouet, gérait des flottes de drones autonomes dans 14 pays. Nous ne transportions plus seulement du sang. Nous transportions des reins, des cœurs, des poumons. Nous transportions des microprocesseurs valant des millions,
des documents confidentiels pour des banques. Nous avions des contrats avec des gouvernements. Et la valorisation venait de tomber. 2,8 milliards d'euros. Clarisse. Tu nous écoutes? La voix de mon père m'a ramené au présent. Ton travail de livraison, ça marche comment? Toujours à livrer des pizzas? Le salon a éclaté de rire. Un rire gras, complaisant. J'ai souri, un sourire que je maîtrisais à la perfection. Le sourire de la fille décevante mais gentille. Non, pas de pizza, papa. C'est de la logistique. Ça se développe. Ça se développe, répéta-t-il en se moquant. Eh bien, j'espère que ça se développera assez pour te payer un ticket de métro. Allez, viens, le champagne de ta sœur ne va pas se boire tout seul. Je l'ai suivi, sentant le regard de Sidonie dans mon dos, un regard aussi froid et tranchant que le diamant à son doigt. Elle ne savait pas ce que je savais. Personne ne le savait. Et je me demandais, ce soir-là, si le moment n'était pas venu de changer cela. La sonnette a retenti à nouveau, annonçant le reste de la cavalerie. Mon oncle Cyprien et ma tante Églantine. Suivis de près par mes cousins, Martial et Gaël. Eux aussi étaient arrivés en voiture. Évidemment. Une BMW X5 et une Audi A4 flambant neuve. La cour de mes parents ressemblait à un showroom automobile de luxe. Les salutations furent bruyantes, pleines de « Joyeux Noël » et de compliments sur la décoration. Puis, inévitablement, les regards se sont tournés vers moi. Clarisse. Comme tu as changé, s'est exclamée ma tante Églantine, ce qui, dans son langage, voulait dire « Mon Dieu, quelle dégaine !» Comment es-tu venue, ma chérie? Je n'ai même pas eu le temps de répondre. Elle a pris le bus, a gloussé Sidonie. Le visage de ma tante s'est figé dans une expression de pitié étudiée. Oh! Oh, ma pauvre chérie! Mais il ne faut pas avoir honte, tu sais. Chacun son rythme. Certains sont juste, des démarreurs tardifs. Un démarreur tardif. J'ai encaissé. J'ai souri. Bonsoir, tante Églantine. Bonsoir, oncle Cyprien. La conversation s'est immédiatement reportée sur ce qui importait vraiment à leurs yeux, l'argent, les carrières, les acquisitions. Martial, mon cousin, se vantait de son nouveau poste en stratégie digitale dans une grande banque. Gaël parlait de ses vacances au ski à Val d'Isère. Et Sidonie, bien sûr, était la reine de la soirée. Elle parlait de son cabinet de notaire, de l'achat d'un nouvel appartement dans le 6e arrondissement, le quartier le plus cher de Lyon. Je me suis éclipsée dans la cuisine pour chercher un verre d'eau, mais leur voix me parvenait, aiguisée. Non, mais sérieusement, elle ne peut pas continuer comme ça, disait ma mère à voix basse. C'est embarrassant. 31 ans. Elle est juste paresseuse, Léontine, a répondu mon oncle Cyprien. Elle n'a jamais eu le sens des réalités. Elle vit dans son monde. Je me suis arrêtée, le verre à la main. Leurs mots étaient des poignards familiers. Mais un souvenir, plus précis et plus douloureux que les autres, m'est revenu en pleine face. Une cicatrice que je portais en silence depuis des années. Il y a 7 ans. J'avais 24 ans. Mes 2 drones fonctionnaient. J'avais prouvé le concept. J'avais décroché 2 hôpitaux supplémentaires. Mais je n'avais plus d'argent. J'avais besoin de grandir. J'avais besoin de 50 000 euros. Une somme dérisoire, je le sais maintenant, mais à l'époque, c'était une montagne. J'avais préparé un dossier de 80 pages. Des projections financières, des analyses de marché, des plans techniques. J'avais pris rendez-vous au Crédit Lyonnais, l'agence historique où mon père avait ses comptes depuis 40 ans. Le directeur, un certain monsieur Vasseur, était un de ses partenaires de golf. Je m'étais assise en face de lui, dans mon seul tailleur décent. J'avais parlé avec passion pendant 1 heure. Il m'avait écouté, hochant la tête, l'air intéressé. Puis il avait joint ses mains. Mademoiselle Clarisse, avait-il dit, d'une voix paternaliste. C'est fascinant. Vraiment. Des petits avions, très ingénieux. Mais il avait refusé le prêt. Trop risqué, avait-il dit. Pas de garantie. C'est un marché de niche. Et franchement, entre nous,
ce n'est pas un métier pour une jeune femme. J'étais sortie de la banque, les larmes aux yeux, mon dossier de 80 pages sous le bras, me sentant comme la dernière des idiotes. J'avais cru que c'était à cause de mon idée. J'avais cru que c'était parce que j'étais une femme. La vérité était bien pire. Je ne l'ai apprise que 5 ans plus tard. J'étais déjà millionnaire, mais personne ne le savait. J'assistais à un gala de charité pour l'hôpital Mère-Enfant de Lyon. J'avais fait un don anonyme de 300 000 €. Monsieur Vasseur, désormais à la retraite, était là. Il m'avait reconnu. Il était venu me voir, un peu éméché. « Clarisse. Je me souviens de vous. Les petits drones. » Nous avions discuté. Et puis, enhardi par le champagne ou la culpabilité, il avait avoué. « Vous savez, m'avait-il dit en baissant la voix. Je n'aurais jamais dû vous refuser ce prêt. Votre dossier était solide. » Alors pourquoi, avais-je demandé, le cœur battant. Il avait détourné le regard. « Votre père. Et votre sœur. Ils sont venus me voir. Le lendemain de votre présentation. Ils m'ont dit que vous n'étiez pas stable. Que vous aviez des fantasmes. Que vous brûliez l'argent de la famille. Ils m'ont demandé, comme un service personnel, de vous protéger de vous-même. De ne pas financer votre folie, point. Ils m'avaient saboté. Mon propre père. Ma propre sœur. Ils n'avaient pas seulement ri de moi. Ils n'avaient pas seulement douté. Ils avaient activement, délibérément, tenté de détruire mon rêve. Clarisse? Tu rêves éveillée? La voix de Sidonie m'a fait sursauter. Elle était entrée dans la cuisine, son sourire de prédatrice bien en place. Tu penses à quoi? À toutes les opportunités que tu as ratées? Ne t'inquiète pas, ce n'est pas trop tard. J'ai peut-être un petit poste pour toi au cabinet. Classement, photocopie. Ça te remettrait le pied à l'étrier. J'ai regardé ma sœur. La complice de mon père. L'architecte de ma pire humiliation. Et j'ai senti quelque chose se briser en moi. La patience. La tolérance. Le silence. Merci pour l'offre, Sidonie, ai-je dit, ma voix plus froide que la pluie dehors. Mais je crois que je vais m'en sortir. Elle ne savait pas à quel point elle venait de frapper sur la cicatrice. Et elle ne savait pas que ce soir, la cicatrice allait enfin parler. Je suis retournée au salon, tentant de retrouver mon calme. Mais la rage, froide et précise, montait en moi. La révélation de Vasseur, 7 ans après les faits, avait changé quelque chose. Ce n'était plus de l'indifférence que je ressentais, mais une colère sourde. Une colère contre leur trahison. Je me suis tenue à l'écart, près de la grande baille vitrée, regardant la pluie. J'ai sorti mon téléphone. Mon vieux Samsung, celui avec la coque fissurée. C'était mon téléphone civil, celui que j'utilisais pour ma famille, pour la musique, pour les choses sans importance. C'était ma couverture. Mais il était connecté à mon système d'alerte de base. Et il vibrait. Une alerte rouge. Centre de données de Belgique. Surchauffe critique. Mon cœur s'est serré. Cela pouvait être grave. J'ai commencé à taper rapidement un message à mon équipe de Bruxelles, essayant d'obtenir un diagnostic. Statut? Redondance activée? Regardez-la, dit la voix de ma tante Églantine. Toujours le nez sur cet écran. C'est la maladie de votre génération. Elle travaille, dit mon père d'un ton sarcastique. Elle gère sa grande entreprise de livraison de rien du tout. J'ai essayé de les ignorer. J'avais besoin de me concentrer. La redondance ne répondait pas. C'était mauvais. C'est à ce moment-là que Sidonie s'est approchée. Elle tenait un verre de vin chaud, fumant. L'odeur de cannelle et d'orange emplissait l'air. Tu devrais te détendre un peu, Clarisse, dit-elle d'une voix mielleuse. Tu as l'air si tendue. Tiens, prends le mien, ça te réchauffera. Je l'ai regardée, méfiante. Non merci, je n'ai pas eu le temps de finir. Elle a trébuché. Un trébuchement de danseuse, parfaitement exécuté. Assez pour perdre l'équilibre, assez pour que le contenu de son verre se renverse. Le liquide brûlant, collant et rouge,
s'est déversé sur ma main et sur mon téléphone. J'ai crié. Moitié de surprise, moitié de douleur. Le vin chaud était brûlant. OHMONDIEU, hurla Sidonie, d'une voix perçante, attirant l'attention de toute la pièce. Clarisse. Je suis tellement désolée. Oh là là, ta main. Et ton téléphone. Mon Samsung a grésillé. L'écran est devenu noir. Un filet de fumée s'en est échappé, sentant le sucre brûlé et le plastique fondu. Il était mort. Ma main me lançait, une brûlure rouge vive commençait à apparaître. Mais je ne regardais pas ma main. Je regardais Sidonie. Elle me regardait avec de grands yeux innocents. Mais juste avant qu'elle ne se tourne vers notre mère pour jouer la comédie de la culpabilité, j'ai vu un éclair. Un sourire fugace, une fraction de seconde de triomphe dans ses yeux. Elle l'avait fait exprès. Oh, Clarisse, ma chérie, ton téléphone, s'est lamentée ma mère en accourant. Mais aussi, pourquoi gardes-tu ces vieilleries? C'est ce qui arrive. Sidonie, tu es si maladroite, l'a réprimandé mon père, mais sans conviction. J'ai serré les dents, la douleur de ma main se mélangeant à la rage de mon cœur. Sidonie avait vu que j'étais concentrée. Elle avait vu que j'étais sur mon téléphone. Et elle avait décidé de me déconnecter. De me couper de mon fantasme. Elle pensait m'avoir désarmée. Elle pensait m'avoir humiliée. Elle s'est penchée vers moi, sous prétexte de m'aider à essuyer le vin sur mon pull. Elle a murmuré, si bas que personne d'autre ne pouvait l'entendre. Oups. Ton centre de commandement est hors service, on dirait. Quel dommage. Elle s'est redressée avec un air de fausse sollicitude. Je l'ai regardée. J'ai regardé ma main brûlée. J'ai regardé mon téléphone mort. Et j'ai pris une décision. La soirée était terminée. La vraie soirée allait commencer. J'étais là, la main brûlante, mon téléphone détruit, et ma sœur qui jubilait en secret. Elle avait activement essayé de me nuire, de m'isoler, devant toute ma famille. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place? Auriez-vous crié? Auriez-vous révélé la vérité sur le champ? Ou auriez-vous fait comme moi, et préparé votre vengeance? Dites-le moi dans les commentaires. Je suis curieuse de savoir comment vous auriez réagi à une telle trahison. Je vais à la salle de bain, ai-je réussi à articuler, ma voix tendue. Pour soigner ça. Oui, va ma chérie, a dit ma mère, déjà en train de minimiser l'incident. Mais un peu de pommade. Sidonie, aide-moi donc avec les amuse-bouches, tu es si douée pour ça. La conversation avait déjà repris. J'avais disparu de leur radar. J'étais la ratée, avec un téléphone cassé et une main brûlée. Le spectacle était terminé. J'ai monté l'escalier, le cœur battant à tout rompre. Non pas de peur, mais d'adrénaline. Ils pensaient que j'étais coupée du monde. Ils pensaient que mon vieux Samsung était ma seule bouée. Quelle erreur! J'ai dépassé la chambre de mes parents, la chambre de Sidonie, et je suis entrée dans la salle de bain des invités, au bout du couloir. J'ai verrouillé la porte. Le silence. J'ai d'abord passé ma main sous l'eau froide. La brûlure était superficielle, mais elle piquait terriblement. La douleur physique m'aidait à me concentrer. J'ai regardé mon reflet dans le miroir. Une femme de 31 ans, l'air fatigué, un pull taché de vin. C'est ce qu'il voyait. J'ai séché ma main. Puis, j'ai glissé l'autre main dans la poche intérieure de mon manteau, que j'avais heureusement gardé avec moi en montant. Mes doigts ont trouvé l'objet. Froid, métallique, dense. Je l'ai sorti. Ce n'était pas un téléphone. C'était un terminal. Un Iridium 9575. Un téléphone satellite de qualité militaire, crypté, avec une connexion de données sécurisée. Il n'avait pas de coque fissurée. Il n'avait pas d'application de réseaux sociaux. Il n'avait qu'un seul but, fonctionner. N'importe où. N'importe quand. C'est avec cet appareil que je dirigeais mon empire. C'est avec cet appareil que je parlais au ministre, au PDG, et à mes équipes de crise. C'est ça, ma vraie vie. Je l'ai allumé. L'écran monochrome s'est illuminé. 15 appels manqués. 32 messages urgents.
Tous de Rodrigue. Mon sang s'est glacé. La Belgique. J'ai composé son numéro. La connexion a mis 3 secondes à s'établir, rebondissant sur un satellite en orbite basse. Rodrigue. Je n'ai pas dit « allô ». Je n'avais pas le temps. À l'autre bout du fil, la voix de mon directeur des opérations, un ancien des forces spéciales, toujours calme, même en pleine tempête. Clarisse. Dieu merci. Le centre de données de Bruxelles est en feu. Littéralement. Un incendie dans la salle des serveurs. Mon Dieu, ai-je soufflé. La redondance? C'est là le problème. Le feu a endommagé le câblage principal avant que la bascule automatique ne se fasse. Nous sommes aveugles sur 40% de notre trafic européen. Et le protocole de secours manuel? J'y travaille. Mais je suis bloqué sur la 1, près de Paris. Il y a un accident monstre. Je suis à pied d'œuvre, mais je suis à 3 heures de route de notre centre de secours de Francfort. Non, ai-je dit. Pas Francfort. Trop loin. Activez le protocole de Zurich. Zurich? Mais Clarisse, ce n'est qu'une sauvegarde de données, ce n'est pas un centre de contrôle actif. Il va le devenir, ai-je dit, mon cerveau tournant à plein régime. J'ai regardé ma main brûlée. La douleur était maintenant une concentration pure. Rodrigue, écoutez-moi attentivement. Je vais prendre le contrôle manuel depuis mon terminal. J'ai besoin que vous détourniez toute votre attention sur une seule chose. Quoi, madame? J'ai besoin que vous veniez me chercher. Annulez Francfort. Annulez Zurich. J'ai besoin de vous à Lyon. Il y a eu un silence. Ah, à Lyon? Mais la crise est en Belgique. La crise est là où je suis, ai-je dit, ma voix ne tremblant pas, j'ai un problème familial. J'ai besoin d'une extraction. Et j'ai besoin de le faire avec panache. Un autre silence. Rodrigue me connaissait depuis 5 ans. Il avait vu mes crises de génie et mes moments de folie. Clarisse, qu'est-ce que vous avez en tête? Rodrigue, où est le Cerbère en ce moment? J'ai entendu le changement dans sa respiration. Le Cerbère? Il est à notre centre de RD à Lyon, à Rieux-la-Pape. Il est en maintenance. Mais il est opérationnel. Parfait, ai-je dit. J'ai regardé l'horloge de la salle de bain. 20h15, annulez votre trajet. Prenez un hélicoptère de liaison jusqu'à Rieux. Prenez le commandement du Cerbère. Et amenez-le à mon emplacement. J'envoie les coordonnées GPS à l'instant. Madame? Le Cerbère? Dans un quartier résidentiel? Oui. Et Rodrigue? Oui, madame. Amenez aussi l'équipe de drone Lyon-Nord. Je veux la totale. J'ai entendu ce qui ressemblait à un sourire à l'autre bout du fil. Bien, madame. La totale. Ce sera bruyant. C'est l'idée, ai-je dit. État? Le temps de démarrer la bête? 45 minutes. Non, je ferai mieux. 40 minutes. Faites 35, ai-je dit. Et Rodrigue? Joyeux Noël. J'ai raccroché. J'ai regardé mon reflet à nouveau. La femme fatiguée avait disparu. C'était la PDG qui me regardait. Il était temps de descendre. Quand je suis redescendu, l'ambiance était à la fête. L'incident du vin chaud était oublié. Sidonie trônait au centre du salon, racontant une anecdote hilarante sur un client stupide. Mon père riait aux éclats. Ma mère me jeta un regard rapide. Ah, te voilà. Ta main? Ça va, ai-je dit. Ce n'est rien. J'ai repris ma place dans le coin, près de la baie vitrée. Silencieuse. Observatrice. Mais quelque chose avait changé en moi. Je n'étais plus en colère. Je n'étais plus blessée. J'étais excitée. J'étais aux commandes. Alors, Clarisse a lancé mon cousin Martial, l'étudiant en informatique. Il avait probablement bu un peu trop de champagne. Tu n'as plus de téléphone, maintenant. Comment vas-tu gérer comment tu appelles ça? Ta logistique? Je me débrouillerai, ai-je dit. Elle est tellement pathétique, a chuchoté Gaëlle à Sidonie,
mais assez fort pour que je l'entende. C'est triste, à ce niveau-là, a répondu Sidonie, d'un ton de fausse compassion. Elle vit tellement dans son monde. J'ai sérieusement envisagé de lui proposer un poste d'assistante administrative au cabinet. Juste pour l'aider, tu sais? Lui donner une structure. Tu es une sainte, Sidonie, a dit ma tante Églantine. Mon père s'est levé, levant son verre. À Sidonie. Ma fierté. Une vraie réussite. Pas comme d'autres qui essaient. À Sidonie, a repris le cœur. J'ai regardé ma montre. 20h25, témoin 30 minutes. Martial, le cousin geek, ne me lâchait pas, mais sérieusement, c'est quoi le nom de ta boîte? Je suis curieux, moi. Je vais la chercher sur Google. C'est peut-être une de ces start-up fantômes qui lèvent des millions? Il avait un sourire moqueur. J'ai hésité. Puis, j'ai pensé, et puis merde. Eurologistique dynamique, ai-je dit. ELD. Euro. Logistique. Dynamique, a-t-il répété lentement en tapant sur son smartphone dernier cri. ELD. D'accord, voyons voir. Il a froncé les sourcils. Attends, c'est bizarre. Quoi donc, a demandé Sidonie, agacée que l'attention se détourne d'elle. Ben, il y a bien une boîte qui s'appelle ELD. Mais, c'est énorme. Il a tourné son téléphone vers Gaël. Regarde. Siège social à Genève. Centre de R&D majeur à Lyon-Rieux. Spécialisé dans, oh putain, la logistique par drones autonomes et l'IA. La pièce était devenue silencieuse. Quoi d'autre, a demandé mon père, sa voix soudainement moins assurée. Ils ont des contrats avec l'armée, le service de santé. La valorisation, privée, mais les estimations parlent de plusieurs milliards d'euros. Il m'a regardé, ses yeux ronds. C'est pas ta boîte, hein? C'est une coïncidence? Le silence était total. Tous les regards étaient tournés vers moi. C'est la mienne, ai-je dit. Une seconde de flottement. Et puis, le rire. Il a commencé par mon père. Un rire sec, incrédule. Puis Sidonie s'y est mise, un rire aigu, presque hystérique. Bientôt, tout le salon était secoué de rire. Il se tenait les côtes, les larmes aux yeux. Elle est incroyable, a hurlé mon oncle Cyprien. Elle ne lâche rien. Clarisse, PDG d'une boîte de plusieurs milliards, a raillé Sidonie. Et elle vient en bus. Et elle se fait griller son seul téléphone par du vin chaud. Oh, c'est la meilleure de l'année. Mon père s'est essuyé les yeux. Non, mais sérieusement, Clarisse. Arrête ce cirque. C'est gênant pour tout le monde. Tu travailles là-bas, c'est ça? Tu es réceptionniste? Tu fais le ménage? Il n'y a pas de honte. Mais ne t'invente pas une vie. Elle est complètement folle, a murmuré ma tante Églantine à ma mère. Tu devrais t'inquiéter. C'est de la mythomanie à ce stade. Je l'ai fondée, ai-je répété, ma voix calme coupant à travers leur rire. Il y a 8 ans. Avec les 20 000 euros de grand-mère. Cela a stoppé net les rires. Tu as, quoi, a dit ma mère, son visage devenant pâle. Tu as investi l'argent de maman, a sifflé mon père. Tu as joué l'héritage de ta grand-mère dans tes jouets? Exactement, ai-je dit. C'est indécent, a dit Sidonie, retrouvant sa contenance. Profiter de la mort de grand-mère pour ça. C'est la preuve que tu es irresponsable. J'ai regardé ma montre. 20h40, témoin 15 minutes. Tu sais quoi, Sidonie? Tu as raison, ai-je dit en me levant. Elle a eu un sourire triomphant. Enfin, tu l'admets. Non, ai-je dit. Tu as raison. C'est indécent. De rester ici. Je me suis dirigée vers le couloir. Où vas-tu? A crié mon père. La dinde est presque prête. J'attends une livraison, ai-je dit. Et je pense que je vais la réceptionner dehors. Il ne comprenait toujours pas. Il pensait que j'étais vaincue. Que je fuyais. Il n'avait aucune idée de ce qui arrivait. La tension dans le salon était palpable.
Mon départ soudain avait jeté un froid. J'étais dans l'entrée, enfilant mes chaussures. Mon vieux manteau était toujours là, pathétique et humide. Je l'ai ignoré. Le froid ne m'atteindrait plus. Clarisse, arrête cette comédie. Mon père m'avait suivi. Sa voix était dure, mais je pouvais y déceler une pointe d'incertitude. Le fait que je n'ai pas craqué, que je n'ai pas pleuré après l'incident du vin chaud, le déstabilisait. Quelle comédie, papa? Je t'ai dit la vérité. Tu ne veux pas la croire. C'est ton choix. Ta sœur t'a défié de le prouver, a-t-il aboyé. Alors, prouve-le. Sors tes relevés de compte. Appelle tes employés. Ah, c'est vrai. Tu ne peux pas. Ton téléphone est mort. Il avait un sourire mauvais. J'ai souri. C'était un sourire que personne dans cette maison n'avait jamais vu. J'ai sorti le téléphone satellite Iridium de la poche de mon jean. L'objet était si dense, si manifestement non civil, qu'il a aspiré tout l'oxygène de l'entrée. Mon père a dégluti. Sidonie, qui nous avait rejoints, a plissé les yeux. C'est quoi, ça? Un autre de tes gadgets inutiles? J'ai appuyé sur le bouton d'appel rapide. Le numéro de Rodrigue. J'ai mis le haut-parleur. La sonnerie était étrange, un bip électronique aigu. Rodrigue. Sa voix était nette, sans fioriture. Situation, Rodrigue. Madame. Nous sommes en approche. Le Cerbère est sur l'avenue principale. J'ai dû bloquer la circulation, les voisins commencent à sortir. La bouche de mon père s'est entr'ouverte. L'équipe drone? Lion Nord est en position orbitale, à 300 mètres au-dessus de votre position. Ils attendent le feu vert pour la descente. Compris. Rodrigue, activez le protocole Cerbère. Madame? Vous êtes sûre? Le protocole complet? Oui. Activez la liaison de données, les projecteurs et les haut-parleurs externes. Je veux qu'ils entendent. Bien, madame. Activating Cerbère protocole. Code de confirmation, Noël 1225. Confirmé, ai-je dit. Rodrigue? Madame? Vous avez 10 minutes. Non, faites-le en 5. J'ai raccroché. J'ai regardé ma famille. Mon père était blanc comme un linge. Sidonie avait l'air, confuse. C'était nouveau pour elle. Cerbère? Équipe drone, a-t-elle bégayé. C'est une blague, n'est-ce pas? Tu as engagé des acteurs? C'est ça? Tu dépenses le peu d'argent que tu as pour cette mise en scène pathétique? Mon père a secoué la tête, essayant de reprendre le contrôle. C'est un jeu vidéo. Elle joue à un jeu vidéo. C'est ça, tu parles à des gens dans un jeu. Mon Dieu, elle est encore plus atteinte que je ne le pensais. Tu sais, papa, ai-je dit, ouvrant la porte d'entrée. L'air froid de la nuit s'est engouffré. Je crois que tu devrais venir voir ce jeu vidéo. La vue est meilleure depuis le jardin. J'ai traversé le salon en trombe, sous les regards médusés de mes oncles, tantes et cousins. J'ai ouvert la grande porte-fenêtre qui donnait sur le jardin arrière. Clarisse, non, a crié ma mère. Tu vas faire entrer le froid. Tu devrais t'inquiéter de ce qui va entrer par le ciel, maman. Je suis sortie sur la terrasse. Le jardin était sombre, le gazon détrempé. Qu'est-ce qu'on fait? A demandé Martial, l'air soudain très sobre. On va voir le bluff de Clarisse, a dit Sidonie, sa voix tremblant légèrement. Elle m'a suivi dehors, suivie par mon père, puis par tous les autres, comme un troupeau de moutons curieux et effrayés. Nous étions tous là. Dans le jardin. Dans le froid. En tenue de soirée. Alors, a ricané Sidonie, bien qu'elle frottait nerveusement ses bras. On attend quoi? Le Père Noël? Non, ai-je dit en regardant le ciel sombre au-dessus de Caluire. On attend ma livraison, point. J'ai regardé ma montre. 20h54, elle est folle, a dit mon père. Complètement folle. C'est à ce moment-là qu'il l'a entendu. Ce n'était pas un bruit de moteur. Ce n'était pas un bruit de traîneau. C'était un sifflement. Un sifflement aigu, électrique,
qui semblaient venir de partout à la fois. Qu'est-ce que c'est que ça, a murmuré Martial, les yeux écarquillés. Le sifflement est devenu un vrombissement. Puis, les lumières sont apparues. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? Ce n'étaient pas les lumières clignotantes et joyeuses d'un avion de ligne. C'étaient des projecteurs bleus, froids et puissants. 10 projecteurs, perçant l'obscurité. Ils descendaient du ciel, en formation parfaite. Mon Dieu, a soufflé ma tante Églantine, sa main se crispant sur le bras de son mari. 10 drones de transport lourds sont descendus des nuages bas. 10 machines de la taille d'une petite voiture, leurs rotors multiples créant un vent puissant qui a fait plier les arbres de mon père. Ils ne se sont pas posés. Ils se sont simplement arrêtés, en vol stationnaire, à 15 mètres au-dessus de nos têtes, formant un cercle parfait au-dessus du jardin. Le bruit était assourdissant, un hurlement électrique qui semblait faire vibrer nos os. Ils ont illuminé le jardin comme en plein jour, leur lumière bleue impitoyable se reflétant sur les visages horrifiés de ma famille. C'est impossible. A bégayé Martial, l'expert en technologie, son visage vidé de son sang. Ce sont des ELD heavy liftés. Je les ai vus en ligne. C'est du matériel militaire. Et ce n'est pas tout, ai-je crié par-dessus le vacarme. Parce qu'au même moment, l'avant de la maison s'est illuminé d'une lumière blanche aveuglante. La rue, notre petite rue résidentielle tranquille de Caluire, était maintenant le théâtre d'une opération. Des gyrophares bleus et blancs tournaient. Et un bruit de moteur, un grondement sourd, s'est fait entendre. Un semi-remorque. Un Scania noir mat de 18 roues, aussi long que la maison elle-même, était en train de manœuvrer pour se garer devant l'allée. Il n'avait aucun logo, aucune inscription. Juste une présence. Écrasante. Qu'est-ce que c'est que ça, a hurlé mon père, courant vers l'avant de la maison, suivi par le reste de la famille, comme s'il fuyait les drones. Je les ai suivis, calmement. Le camion s'est arrêté. Le moteur s'est tu, laissant place au seul sifflement des drones au-dessus de nous. Puis, un hiss hydraulique. Le côté entier de la remorque s'est ouvert. Ce n'était pas une remorque. C'était un bureau. Un centre de commandement. Des écrans scintillaient à l'intérieur. Des techniciens en uniforme noir s'affairaient. Une rampe s'est déployée, touchant le sol avec un bruit métallique. Mon père était figé sur place. Sidonie, la grande notaire, avait la main devant la bouche, ses yeux passant frénétiquement des drones au camion. C'est quoi ce cirque, Clarisse, a crié mon père, mais sa voix s'est brisée. Il n'y avait plus de mépris. Il n'y avait que de la peur. C'est à ce moment-là que Rodrigue est apparu. Il est descendu de la rampe du Cerbère. Il portait l'uniforme noir de LD. Ce n'était pas un costume, c'était un uniforme opérationnel. Grand, le crâne rasé, une cicatrice sur la joue. Il avait l'air de tout sauf d'un livreur de pizza. Il était l'ancien du GIGN, l'homme qui avait géré des évacuations au Soudan. Il m'a vu. Il a ignoré ma famille. Il a marché d'un pas rapide et précis sur le gazon détrempé. Il s'est arrêté à exactement 2 pas de moi. Il a joint les talons. Un claquement sec. Et il a fait le salut militaire. Madame. Sa voix était un grondement, amplifié par un micro discret. Le protocole Cerbère est établi. L'équipe Lyon-Nord est en position, en attente de vos ordres. Le monde s'est arrêté. J'ai regardé ma famille. Leur visage. L'incrédulité. La compréhension qui commençait à poindre. L'horreur. Mon père. Sa mâchoire pendait. Ma mère. Elle tremblait. Sidonie. Elle était passée du blanc au vert. Madame, a-t-elle murmuré, le mot s'étranglant dans sa gorge. J'ai rendu à Rodrigue un signe de tête bref. Rompez, Rodrigue. Bon travail. Le timing était parfait. Merci, madame. Il est resté à côté de moi, immobile, un garde du corps silencieux. J'ai regardé ma famille. J'ai pris une profonde inspiration.
Le spectacle n'était pas terminé. Le meilleur restait à venir. Que allait-il dire maintenant? Que allait-il rester de leur moquerie? Le silence qui a suivi le « Madame » de Rodrigue était plus assourdissant que le sifflement des drones au-dessus de nos têtes. C'était un silence lourd, épais, rempli de 8 années de moquerie, d'insultes et de trahison. Ma famille me regardait. Mais ils ne me voyaient plus, moi, Clarisse, la ratée, la rêveuse. Ils voyaient la femme que Rodrigue appelait « Madame ». Ils voyaient les 10 machines de guerre technologiques en vol stationnaire au-dessus de leur pelouse manucurée. Ils voyaient le centre de commandement mobile de 15 millions d'euros qui bloquait leur rue. Clarisse, a commencé mon père, sa voix n'étant plus qu'un filet. Qu'est-ce que tout cela signifie? Cela signifie, papa, ai-je dit, ma voix calme, que Google ne mentait pas. Mais 2,8 milliards, a murmuré Martial, s'effondrant presque. C'est en euros? Oui, Martial. En euros, ai-je répondu. Rodrigue s'est penché vers moi, me tendant une tablette sécurisée. Madame, excusez-moi de vous interrompre. Il parlait fort, délibérément. Il savait qu'il était sur scène. Le centre de données de Zurich est maintenant pleinement opérationnel. La crise belge est contenue. Nous avons redirigé 80% du trafic sans perte de données. Excellent, ai-je dit. De plus, a-t-il continué, le service de santé suisse est en ligne. Il confirme la signature du contrat de 95 millions d'euros pour la flotte d'urgence. 95 millions, a répété ma tante Églantine, comme si elle allait s'évanouir. Dites-leur que je les remercie, ai-je dit. Et programmer une téléconférence avec leur ministre pour mardi. Bien, madame. J'ai rendu la tablette à Rodrigue et je me suis retournée vers ma famille. Ma mère pleurait. Silencieusement. De grosses larmes coulant sur son maquillage parfait. Clarisse, pourquoi, a-t-elle sangloté? Pourquoi tu ne nous as jamais rien dit? C'était la question. La question à 1 million, ou plutôt, à 2,8 milliards. J'ai ri. Un rire sec, sans joie. Rien dit, maman? Je n'ai jamais rien dit. Ma voix a monté pour la première fois de la soirée. J'ai essayé. Dieu sait que j'ai essayé. Quand j'ai eu mon premier contrat, vous avez dit que c'était mignon. Quand j'ai embauché mon premier ingénieur, vous avez demandé si je jouais à la patronne. Quand j'ai ouvert mon premier bureau, vous m'avez demandé si je payais un loyer pour rien. J'ai fait un pas vers eux. À chaque fois que j'ai essayé de partager une victoire, vous l'avez piétinée. Vous l'avez tournée en ridicule. Vous étiez tellement occupé à compter les voitures de Sidonie que vous n'avez jamais vu l'empire que je construisais. Nous ne savions pas, a dit mon père. Non. Vous ne vouliez pas savoir. C'est différent. Je me suis tournée vers Rodrigue. Rodrigue, j'ai une autre tâche pour vous. Madame? Vérifiez le cadastre de cette propriété. 6, allée des Châtaigniers. Il a tapoté sur un appareil à son poignet. Un instant? Oui, madame. Je l'ai. Propriété enregistrée au nom d'une société écran, immobilière du Rhône. Une filiale à 100% de la holding ELD. Je me suis retournée vers mes parents. Leurs visages étaient des masques d'incompréhension. Qu'est-ce que ça veut dire? A demandé ma mère. Cela veut dire, maman, ai-je dit, ma voix tranchante, que vous êtes locataire. Et que je suis votre propriétaire. Le cri de Sidonie a été le plus satisfaisant. Elle, la notaire, la spécialiste des actes de propriété. Elle a regardé son père. C'est pas possible. Le prêt? Le prêt a été racheté, Sidonie, ai-je expliqué, comme à une enfant. Il y a 3 ans. La banque allait saisir la maison. Papa avait fait de mauvais placements après sa retraite. Vous alliez tout perdre. Alors, je l'ai acheté. J'ai racheté votre dette. J'ai masqué la transaction derrière une société écran pour ne pas vous humilier. Et je vous ai fait un nouveau contrat de prêt, à un taux si bas qu'il en était ridicule. Vous pensiez avoir renégocié. Vous m'avez même dit que j'étais stupide de ne pas être propriétaire à mon âge. J'ai regardé mon père. Tu m'as dit, je cite,
L'immobilier, Clarisse, c'est ça la vraie vie. Pas tes petits jouets volants. Ambroise, mon père, a porté la main à sa poitrine. Il semblait avoir du mal à respirer. Tu as fait ça? Oui. Tu nous as sauvés? Oui. Et tu n'as rien dit? Vous ne m'avez jamais posé la question. Sidonie s'est assise lourdement sur la marche de la terrasse. Elle, la notaire, venait de comprendre qu'elle vivait depuis 3 ans grâce à la ratée de la famille. Sa fierté était en miettes. L'empire. La maison. C'était trop. Leur visage décomposé était presque une vengeance suffisante. Presque. La soirée était irréelle. Ma famille, figée sur la pelouse, illuminée par les drones. Les voisins qui commençaient à filmer avec leur téléphone par-dessus les clôtures. Et moi, debout, ma main me lançant toujours à cause de la brûlure de Sidonie. Alors, c'était toi, a finalement dit mon père, sa voix brisée. Tout ce temps, c'était toi. Oui. Tu as fait tout ça, a-t-il dit, balayant l'air de sa main tremblante, les drones, le camion, juste pour nous humilier? Je l'ai regardé. Vraiment regardé. T'humilier, papa? Non. Je l'ai fait malgré toi. Malgré ta tentative de me détruire avant même que je commence. Malgré le fait que tu sois allé voir Vasseur à la banque, il y a 7 ans. Si le silence était lourd avant, il était maintenant mortel. Léontine, ma mère, s'est tournée lentement vers mon père. Vasseur? Le directeur de la banque? De quoi parle-t-elle, Ambroise? Sidonie a blêmi, si c'était encore possible. Papa, a redit ma mère. Ce n'était rien, a grogné mon père, essayant de retrouver sa superbe. Juste, un conseil d'amis. Elle n'était pas prête. Un conseil d'amis, ai-je éclaté de rire. Vous lui avez dit que j'étais instable. Vous lui avez dit que j'étais folle. Vous et Sidonie. Vous avez saboté mon prêt. Vous avez essayé de tuer mon rêve dans l'œuf. Ma mère a regardé Sidonie. C'est vrai, ça? Sidonie, dis-moi que ce n'est pas vrai. Sidonie ne pouvait pas soutenir son regard. La notaire, gardienne de la loi, prise en flagrant délit de trahison. C'était fini. Leur alliance, leur front uni contre moi, venait de voler en éclats. Ma mère comprenait enfin qui étaient les vrais serpents. Rodrigue, ai-je dit calmement. Madame? Faites-moi un plaisir. L'équipe de drone Lyon-Nord est en vol stationnaire depuis 20 minutes. Ils ont dû rater leur réveillon. Demandez à 2 de vos hommes d'aller dans la cuisine. Prenez la dinde au marron. Prenez la bûche de Noël. Prenez tout. L'équipe mérite un vrai repas. Clarisse, non, a crié ma mère. C'est notre Noël. Non, maman. C'est juste de la nourriture. Et mes hommes ont faim. 2 techniciens en uniforme noir sont passés à côté d'elle, sont entrés dans la maison sans un mot. Tu ne peux pas partir, a dit mon père. C'était un ordre, mais sa voix était faible. Nous devons parler. Parler de quoi, papa? Il n'y a plus rien à dire. Vous vouliez des preuves. Vous les avez. Vous vouliez que je prouve ma réussite. Je pense que c'est fait. Je me suis dirigée vers la rampe du Cerbère. Clarisse, s'il te plaît. Ma mère s'est accrochée à mon bras. Je t'en prie. Reste. C'est Noël. J'ai regardé son visage baigné de larmes. Noël, c'est être avec sa famille, maman. Et vous n'avez pas été ma famille depuis très longtemps. J'ai dégagé doucement mon bras. J'ai commencé à monter la rampe. Les portes hydrauliques ont commencé à se fermer derrière moi. J'ai vu mon téléphone satellite s'allumer. Des messages. De Sidonie, je suis désolée. Vraiment. De mon père, on a fait une erreur. Reste. De ma mère, je t'aime. J'ai éteint le téléphone. Je suis entrée dans le centre de commandement. C'était chaud, éclairé, efficace. Rodrigue m'a suivi. La dinde est chargée, madame. Bien. Destination? J'ai souri.
J'ai regardé les visages défaits de ma famille à travers la vitre blindée, alors que la porte se fermait. Changez de plan. Oubliez le bureau. Redirigez-nous vers l'aéroport de Bron. Faites préparer le jet. Le jet, madame? Pour où? Courchevel. J'ai un chalet là-bas. Et Rodrigue? Madame? Invitez toute l'équipe. Noël est payé double. Et dites au pilote de se dépêcher. Je veux manger cette bûche de Noël au sommet des montagnes. Il a souri. Avec plaisir, madame. Avec plaisir. Le Cerbère s'est mis en mouvement, écrasant les parterres de fleurs de ma mère en partant. Les drones sont remontés dans le ciel en une formation parfaite et ont disparu. J'étais enfin libre. Le succès, ce n'est pas ce que les autres voient. Ce n'est pas une voiture, ce n'est pas une maison, ce n'est même pas un chiffre sur un compte en banque. Le vrai succès, c'est de savoir qui vous êtes quand personne ne vous regarde. C'est de construire vos rêves même quand ceux qui devraient vous aimer le plus essaient de vous détruire. Il voulait que j'aie une petite voiture. J'ai choisi de posséder le ciel. Ne laissez jamais, jamais, la petitesse des rêves des autres définir la grandeur des vôtres. Merci d'avoir écouté mon histoire jusqu'au bout. Cela m'a fait du bien de la partager. Est-ce que mon histoire vous a touché? Avez-vous déjà ressenti ce besoin de prouver votre valeur face à ceux qui n'ont jamais cru en vous? Si c'est le cas, laissez un like pour montrer votre soutien. Partagez votre propre histoire dans les commentaires, je lis absolument tout. Et si vous voulez entendre d'autres histoires sur la façon dont la vie peut être pleine de revanches inattendues, abonnez-vous. Vous ne serez pas déçus. Joyeux Noël à tous. Surtout à ceux qui se battent seuls.